Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente Isabelle Collot, formatrice et consultante médico-sociale, responsable qualité pour les établissements de santé. Je vais vous parler effectivement à travers cette nouvelle vidéo d'un sujet qui me tient à cœur et pour lequel je suis formée et que j'exerce depuis maintenant 15 ans. Effectivement, c'est ce qui touche à l'accompagnement à la fin de vie. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons élaborer effectivement différentes étapes de cet accompagnement et qui vous concernent bien évidemment en tant que professionnel de la santé. Communiquer et accompagner la famille et la personne en fin de vie, c'est le sujet que nous allons élaborer ensemble à travers cette vidéo. Premier point nécessaire et important de connaître, c'est le terme des soins palliatifs. Il était nécessaire pour moi de vous faire un petit rappel effectivement avant d'entamer la procédure de cette vidéo ensemble. Qu'est-ce que les soins palliatifs? Alors les soins palliatifs, ils visent à améliorer la qualité de vie donc du patient et qui vont permettre de soulager les différents aspects, qu'elles soient physiques, psychiques ou encore spirituels. Dans l'accompagnement effectivement à la fin de vie, dans les soins palliatifs, on prend différents aspects. Vous allez être confronté à différentes personnes avec des différentes histoires de vie qu'il va falloir apprendre à connaître pour mieux accompagner. Une personne effectivement qui est seule, qui n'a pas de famille, il va falloir orienter votre accompagnement vis-à-vis effectivement de cette prise de conscience de solitude, peut-être de remise en question aussi pour le patient et juger son aspect à la mort, le rapport qu'elle peut avoir. Est-ce qu'elle est encore en communication verbale ou non verbale? Est-ce que son corps vous transmet une information, une angoisse peut-être aussi, une angoisse bien importante vis-à-vis à ce nouveau départ qui va la concerner? On doit adapter effectivement notre prise en charge vis-à-vis du concept et chaque accompagnement est unique. On doit bien évidemment nous adapter à la situation et au contexte. J'ai fait de nombreux accompagnements à la fin de vie et que ce soit des enfants de 3 ans ou des personnes de 100 ans, il faut savoir s'adapter, comprendre, analyser, observer et adapter notre posture à cet accompagnement qui apporte effectivement un chemin de vie différent. Il est important effectivement quand on passe en soins palliatifs, on sait qu'il y a un accompagnement qu'il va falloir orienter. Et la personne qui est seule, sans famille, vous allez devoir bien évidemment, sans vous compenser à un membre de la famille, adapter votre prise en charge différente car vous savez qu'elle passera ce cap effectivement seule. Donc il est important de comprendre et d'analyser le rapport que la personne peut avoir directement avec sa propre mort. Vous allez aussi être confronté à des personnes qui vont partir accompagner des membres de leur famille. Donc il y a toute une histoire de famille à prendre en compte et en considération car vous le savez, chaque histoire de famille est unique. Que ce soit des enfants, des petits-enfants, des personnes plus éloignées ou pas, c'est dans ces moments effectivement plus intimes que certaines sensations émotionnelles peuvent remonter à la surface. Que ce soit des tensions, des conflits, de l'apaisement, de l'amour, tout va ressortir effectivement à ces moments ultimes de la vie, de la fin de vie, et il faudra bien évidemment aussi le prendre en considération dans votre accompagnement. Quand il y a un membre de la famille qui est présent, l'accompagnement à la fin de vie est double. Il y a l'aspect effectivement de soulagement pour effectivement le malade lui-même, tout ce qui va être physique, psychologique. Il est important de l'englober effectivement dans des soins de confort et d'adaptation. Il faudra prendre aussi l'aspect psychologique des aidants qui vont avoir un rôle à jouer très important dans l'accompagnement de fin de vie de leurs proches. Premier chapitre que nous allons élaborer ensemble, les besoins psychologiques et sociaux du patient en la fin de vie. Il faut savoir que la fin de vie, effectivement, est une étape de la vie. On a souvent cette angoisse de la mort parce qu'on a l'impression que la personne va disparaître. Elle ne disparaît pas, mais effectivement, elle n'est plus présente physiologiquement. Psychologiquement, elle reste effectivement dans nos souvenirs. Il est pourtant que nous, en tant que professionnels de la santé, on ait un rapport effectivement serein, accompagné, résolu, j'allais dire, face à ces accompagnements à la fin de vie, qui vont avoir, pourquoi pas, un impact sur vous-même, sur votre posture effectivement d'adulte, de professionnel, d'humain et aussi de santé. Il y a des étapes aussi, nous, en tant que professionnels de la santé, avec lesquelles on va traverser. Il y a des étapes aussi qui seront plus difficiles que d'autres. Il y a des accompagnements à la fin de vie qui seront aussi beaucoup plus difficiles effectivement que d'autres. Vous pouvez être confronté à des accompagnements sur des enfants et ça peut être effectivement beaucoup plus difficile à accepter qu'une personne qui est plus âgée. Vous pouvez aussi être accompagné par une personne que vous connaissez. Ça va avoir un impact émotionnel beaucoup plus important.
Une personne que vous suivez ou vous accompagnez peut-être depuis 10 ans, dites-vous bien que là aussi, il va y avoir un impact émotionnel qui peut avoir un impact sur votre pratique professionnelle. Ou ce qu'on appelle aussi les décès imminents, c'est-à-dire que la veille, vous avez quitté effectivement la personne, elle allait très bien, et malheureusement le matin quand vous arrivez, on vous apprend que la personne est décédée. Il y a différents types d'accompagnement, il y a différents types de décès, mais dites-vous bien que vous, en tant que professionnel de la santé, si vous n'êtes pas accompagné, soutenu, et que vous n'avez pas un bon rapport effectivement avec la mort en général, ça peut avoir un impact sur le long terme sur votre pratique professionnelle. Donc les personnes âgées en fin de vie peuvent présenter une variété de besoins psychologiques, notamment la peur de la mort, la peur de l'inconnu. Bien évidemment, on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais une personne effectivement qui va être vieillissante et qui malheureusement va ressentir cette sensation de décès peut-être imminente, va avoir des angoisses qui vont effectivement amener à certaines réflexions sur sa vie, sur son histoire, sur ce qu'elle a fait de bien, sur ce qu'elle a fait de mal. Il faut effectivement dédramatiser ce genre de situation-là. On travaille en équipe pluridisciplinaire, donc il est important aussi que les acteurs qui travaillent avec vous, notamment les psychologues, puissent aussi intervenir, il faut les solliciter pour pouvoir effectivement parler de ce sujet de mort. La mort n'est pas un tabou, c'est un sujet effectivement de société, mais c'est aussi une histoire et ça fait partie bien évidemment de notre parcours de vie. La personne peut être confrontée aussi à ses propres regrets, à de la tristesse, de la colère, de la culpabilité. Si elle n'a pas réussi à parler avec un de ses enfants, si elle n'a pas réussi effectivement à régler des conflits, si elle n'a pas pu anticiper certaines actions du passage à la fin de vie, c'est des angoisses effectivement qui peuvent être très présentes et qui vont avoir un impact aussi dans son accompagnement. Même si la personne est en communication non verbale, dites-vous bien que son corps, la représentation du corps va vous transmettre une information qui peut être angoissante pour elle. Ne serait-ce que des troubles cutanés, des troubles digestifs, effectivement, sont des signes qui vont transmettre une information et peut-être simplement, effectivement, une angoisse. L'angoisse de mourir, l'angoisse de partir seul, ou effectivement, je vais faire souffrir mes enfants, cette peur, effectivement, de décevoir, de culpabilité, de la mort, tout simplement, qu'on ne connaît pas. Parce que oui, aujourd'hui, ça reste encore un sujet qui est tabou, et ça reste encore un sujet, on va dire, transparent, avec lequel on manque encore aujourd'hui de certaines informations du après. Donc bien évidemment, ça reste quelque chose de très difficile à faire accepter, comprendre. Beaucoup de personnes aussi sont dans le déni, et c'est dans notre rôle, nous aussi, en tant que professionnels de la santé, de pouvoir rassurer, écouter et accompagner. Ça va avoir aussi un aspect sur les besoins sociaux. Les personnes donc âgées en fin de vie peuvent également présenter des besoins sociaux, notamment le besoin de maintenir du lien social, peut-être avec la famille, recréer du lien. Ça peut être aussi le besoin de culte, faire venir des associations. Il y a des bénévoles qui se déplacent effectivement dans les hôpitaux, même aussi à domicile, pour pouvoir répondre à un besoin culturel, un besoin religieux, spirituel, ou simplement pouvoir libérer la parole de ces angoisses qu'on peut avoir avec la mort. On parlera peut-être plus facilement à une personne qu'on ne connaît pas qu'une personne effectivement membre de sa famille. Il peut y avoir les besoins effectivement de sécurité et de confort. Les personnes en fin de vie ont besoin de sentir sécurité et se sentent à l'aise. Il y a cette angoisse qui est permanente. Donc il est important effectivement d'apaiser tout ça, ne serait-ce que par du toucher, ce qu'on appelle le toucher de bien-être, ou ne serait-ce que d'écouter. On verra effectivement un peu tout à l'heure l'impact bénéfique de ce qu'on appelle la reformulation. Et l'écoute active, bien sûr. La personne va avoir besoin aussi de dignité, de respect. La personne en fin de vie a besoin d'être traitée effectivement comme toute personne en capacité de. C'est pas parce qu'effectivement on sait que malheureusement son état de santé ne lui permet pas de pouvoir agir librement. Il va devoir mettre en place une prise en charge, que ce soit au niveau de l'alimentation, une prise en charge au niveau de sa toilette, une prise en charge effectivement au niveau des soins de confort. Pour autant, elle mérite bien évidemment un accompagnement en toute dignité, en tout respect. Et le libre choix, bien évidemment, doit être respecté le plus longtemps possible. Et j'allais dire, bien évidemment, jusqu'à ce que la personne puisse s'éteindre librement, dans toute confiance. L'euthanasie, je le rappelle, est interdit en France. L'accompagnement des besoins, bien sûr, psychologiques et sociaux sont très présents. Vous n'êtes bien sûr pas seul face à cet accompagnement-là. Il y a une équipe, bien évidemment, pluridisciplinaire qui se met en place. Il est important de pouvoir aider la personne à exprimer
ses émotions. Comme je le disais, bien évidemment, la chose qui est la plus difficile aujourd'hui à exprimer, c'est nos propres émotions. Parce qu'ils ont un impact directement avec nous-mêmes, notre histoire de vie. Même vous, en tant que professionnel de la santé, vous allez me dire que je suis formée et adaptée à ce genre de situation. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'effectivement, sur le long terme, oui, vous êtes formé, mais que vos émotions vont bien évidemment être aussi impactées. Donc il est important que vous, en tant que professionnel de la santé, vous soyez en capacité de prendre le recul nécessaire et de vous faire aussi aider et accompagner si vous en ressentez le besoin. La personne qui se trouve en face de vous, elle n'est pas du métier, elle n'a pas effectivement ce même rapport avec la mort. Et en fonction de sa religion, effectivement, en fonction de la culture qu'elle a pu avoir, de l'éducation qu'elle va avoir, les impacts émotionnels vont être différents. Et nous, en tant que professionnels de la santé, il est de notre devoir, bien évidemment, de pouvoir prendre en considération tous ces aspects-là. Donc, on doit essayer le plus possible, bien évidemment, d'exprimer les émotions. Trouver un sens aussi à leur vie. Voilà, vous, en tant que professionnel de santé, vous, en tant que soignant, vous devez et vous avez un rôle à jouer qui est très important dans cette sensation, effectivement, de la personne qui va se dire « je ne sers plus à rien est-ce que j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie ?» Trouver un sens. La mort, c'est une finalité, mais qui fait partie aussi de la vie. Il est important et nécessaire d'aider la personne à retrouver un sens. Retrouver effectivement les aspects positifs de sa vie. Personne n'a de vie parfaite et personne effectivement réalise une vie qu'elle peut être satisfaite à 100%. Et c'est justement à ces moments de fin de vie où on se remet en question, où on va culpabiliser, où on va effectivement vouloir régler tous les problèmes qui n'ont pas été réglés en amont. Nous, en tant que professionnels de la santé, on a un devoir effectivement de mettre la personne au cœur de sa prise en charge, au cœur effectivement de son sens qu'elle va chercher à trouver, et on se doit évidemment de pouvoir l'accompagner. Rester en contact effectivement avec les proches fait partie aussi des besoins de la personne en fin de vie. Se sentir bien évidemment en sécurité et à l'aise, et comme je le disais, bien sûr, être traité toujours avec respect et dignité. Le choix de vie, le libre choix est aussi très important dans ces étapes de la vie. On doit bien sûr veiller aux besoins donc, psychologiques et sociaux des personnes en fin de vie. Les professionnels de santé, donc vous, les soignants, peuvent contribuer à leur offrir une fin de vie sereine et digne. Rassurer, écouter, apaiser, c'est votre rôle effectivement premier qui va avoir un impact bénéfique sur la personne, sur son histoire de vie et son parcours. En deux, on va parler bien évidemment des différentes étapes donc de la vie. Dites-vous bien que la fin de vie est une période de transition importante pour la personne qui va partir. Ses proches, évidemment, vont être impactés aussi. Peut-être vous, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, aussi en tant que professionnel de la santé. Mais on se doit d'avoir une maîtrise face effectivement à cette situation parce qu'on est professionnel de la santé et on doit bien évidemment être en capacité de maîtriser nos propres émotions. C'est pas pour autant qu'ils ne doivent pas être traités. On doit prendre en considération, comme je vous expliquais tout à l'heure, aussi la posture des aidants. Il y a plusieurs étapes, bien évidemment, qui vont intervenir dans la fin de vie. On va parler bien évidemment de ce qu'on appelle la phase pré-terminale. Cette étape commence généralement lorsque le malade, le patient, est considéré comme incurable. C'est-à-dire qu'on a eu une annonce, effectivement, du médecin qui nous dit que malheureusement, il n'y aura pas de guérison possible, que la maladie va évoluer et que la personne, effectivement, risque de décéder. La personne va être effectivement dans une phase d'acceptation, elle peut être aussi dans une phase de déni. Mais il y aura forcément un besoin qui va s'installer, un besoin de soulagement, que ce soit au côté physique ou psychologique. Pourquoi pas effectivement passer la personne en soins palliatifs si le nécessaire a été fait et que c'est validé bien évidemment par le corps médical. On va travailler sur ces aspects-là puisque le corps va se transformer, le corps va changer, le corps va demander un peu plus de confort, le corps va appeler à l'aide dans ces moments effectivement de souffrance physique et psychologique. On va parler bien évidemment de phase terminale. Cette étape donc commence généralement lorsque la personne a moins de 6 mois à vivre. Il est difficile effectivement pour un médecin de se dire la personne va pouvoir vivre 2 ans, 1 an, 6 mois, 2 mois. Elles ne sont pas voyants et bien évidemment ils s'adaptent par rapport à un état de santé. La mort, comme je vous l'ai expliqué, est propre à chacun et unique. Notre rôle, nous, c'est de l'accompagner le mieux possible. Donc la maladie va progresser et va devenir effectivement plus handicapant pour la personne, va affaiblir bien évidemment la personne dans son ensemble,
que ce soit effectivement une perte nutritionnelle, car beaucoup plus de difficultés à se nourrir, de l'hydratation va s'installer, car beaucoup plus de difficultés bien évidemment à se nourrir, à s'hydrater, à nourrir son propre corps, donc des difficultés aussi pour éliminer, des difficultés bien évidemment aussi pour respirer, et chaque organe de notre corps va se modifier avec le temps et avec l'évolution et le passage imminent qui va se rapprocher de peu plus avec la mort. C'est ce qu'on va appeler effectivement l'agonisation, l'agonie. Qu'est-ce que c'est que l'agonie? Cette étape commence lorsque la mort est imminente. La personne prend conscience de ses fonctions vitales, commence à s'arrêter. Il faut savoir effectivement que notre corps va se transformer progressivement. Le cheminement effectivement des 24 heures va être le plus intense à vivre pour la personne qui va être concernée par cette perte, mais aussi par les aidants. Les dernières 24 heures effectivement vont avoir un impact décisif sur la douleur, sur le changement corporel, sur l'attitude que va pouvoir aussi avoir les aidants. Il est possible aussi que dans les dernières 24 heures, votre patient ait ce qu'on appelle un regain d'énergie. C'est-à-dire on va être face à une personne qui peut être faible, fatiguée, qui ne s'est pas nourrie effectivement depuis plusieurs jours, qui n'a peut-être plus la capacité de verbaliser ses actions, et pour autant, pendant ces 24 heures où le médecin vous aura annoncé effectivement qu'il y a une mort imminente, il va y avoir un regain d'énergie. La personne va reparler, peut-être vous parler de ses parents, va vous dire j'ai envie de manger une purée, pourquoi pas, voilà. Et là on se dit, nous en tant qu'aidants et des fois même en tant que professionnel de la santé, il y a peut-être un espoir que ça dure un petit peu plus longtemps. Le regain d'énergie peut aussi faire partie effectivement d'une étape de la fin de vie qui amorce effectivement cette étape terminale. Il y a plusieurs changements effectivement qui sont courants dans ces étapes de la fin de vie. La perte de poids, la fatigue, la faiblesse musculaire, les difficultés donc à se nourrir, la douleur, les problèmes respiratoires, les troubles du sommeil et la perte de conscience. On va être face bien sûr à tous ces changements-là qui vont avoir un impact bien évidemment sur le changement émotionnel. On va avoir donc des émotions qui vont se transformer. Différentes gammes d'émotions vont apparaître. Là, une fois de plus, c'est aussi propre à chacun. Mais si on retrouve les plus courants, bien évidemment, on va être face à la peur, à la tristesse, à la colère, le désespoir, la culpabilité, la renaissance et la paix. Chaque personne a besoin de partir en paix. Mais ça va être bien évidemment en rapport à son histoire de vie et ce qu'elle va ressentir par rapport à son parcours, son histoire et la relation qu'elle va avoir avec soi-même et avec les autres. Il y a ce qu'on appelle aussi les changements spirituels. Il y a des personnes qui ont besoin de comprendre effectivement leur rapport avec la mort, comprendre leur histoire de vie. Partir en paix, c'est souvent aussi faire la paix avec soi-même avant de pouvoir aussi faire la paix avec les autres. L'accompagnement donc des personnes en fin de vie est essentiel pour assurer un confort de qualité de vie, ainsi pouvoir les faire partir paisiblement dans le respect, la dignité, en respectant bien évidemment leur choix de vie. La fin de vie donc est une période de transition qui est importante et j'allais dire qu'elle est nécessaire et inévitable. On doit apprendre effectivement à communiquer avec la personne, comprendre ce qu'elle cherche à nous dire. Si elle n'est plus en capacité effectivement de verbaliser les choses, on va devoir travailler sur de la communication non verbale. Mais il sera important d'observer tous les changements corporels, physiques et psychologiques que la personne va être inconsciemment en capacité de nous transmettre. Le chapitre suivant, c'est communiquer avec le patient et sa famille. Dites-vous bien que la communication est un élément essentiel de la prise en charge de la personne en fin de vie et de leur entourage. Notre rôle, écouter, rassurer. Comment rassurer effectivement dans un moment pareil? On doit faire attention à nos mots, chaque mot compte. On doit faire attention bien évidemment à notre posture professionnelle. Mais on doit créer ce lien. Le premier lien de confiance, est-ce que vous allez créer avec la personne et avec la famille, va aussi déterminer la suite de l'accompagnement. On est dans l'obligation effectivement de définir des objectifs de communication. Informer le patient de son état de santé et des options de traitement disponibles. On n'est pas là pour lui promettre une guérison, ce n'est pas notre rôle, mais on est là pour l'informer effectivement sur son état de santé et si besoin, faire appel effectivement aux équipes pluridisciplinaires pour amener effectivement d'autres outils nécessaires à son accompagnement. Évaluer les besoins psychiques, psychologiques, spirituels du patient constamment. On doit être dans cette démarche effectivement constante d'amélioration. Développer un plan des soins individualisés. Fournir un soutien émotionnel au patient et à sa famille.
il est nécessaire bien évidemment de faire comprendre à la famille les différentes étapes. Beaucoup de familles peuvent aussi être dans le déni, dans le conflit, dans la peur, dans l'angoisse, et c'est ce qui est tout à fait normal. Mais nous, on a un rôle, bien évidemment, d'accompagner, de rassurer et d'observer. La communication avec le patient sera la première des choses à mettre en place. Vous devez créer, bien évidemment, un lien de confiance. Adapter votre prise en charge, être à l'écoute, toujours être dans l'anticipation et toujours être avenant de certaines situations. N'oubliez pas que votre patient, bien évidemment, est acteur de sa prise en charge et qu'on lui doit, bien évidemment, une mort digne de ce nom, dans le respect de sa prise en charge. Quelques petits conseils pour communiquer efficacement avec le patient en fin de vie. Commencez par établir une relation de confiance. Prenez le temps de connaître le patient et de lui montrer ce que vous souciez pour lui. La personne en fin de vie a des angoisses. La personne en fin de vie se pose des questions. La personne en fin de vie, effectivement, a peur, ce qui est tout à fait normal, car personne n'est en capacité de lui dire qu'est-ce qui se passera après. Nous, on a un devoir, bien évidemment, de lui montrer que on a de l'intérêt pour lui, qu'on prend en considération effectivement ses angoisses. On ne sera pas en capacité effectivement de le guérir, on ne sera pas en capacité effectivement de répondre à toutes ces questions, mais ne serait-ce que de prendre en considération effectivement ses angoisses, c'est le plus important et c'est ce que la personne aussi elle vient chercher. Soyez honnête et direct, ne cachez pas au patient son état de santé, mais adaptez votre discours. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, un mot reste un mot et un mot peut avoir un impact négatif sur une personne qui va être en phase effectivement d'angoisse. Donc on fait attention aux formulations de nos phrases, on fait attention aux mots qu'on va dire, mais on doit informer effectivement la personne de son état de santé. Soyez patient et à l'écoute, laissez le patient exprimer ses émotions et ses craintes, ne coupez pas la parole. On est là, bien sûr, pour écouter. La personne va vous dire j'ai peur ou la personne va vous dire je souffre, j'ai mal. On doit prendre en considération ces aspects-là et dites-vous bien, c'est notre rôle premier, être à l'écoute. Donner de l'intérêt effectivement pour la personne qui souffre bien évidemment, qui a cette angoisse de ne pas savoir ce qui va se passer après. Et c'est ce qu'on fait aussi bien évidemment pour les membres de la famille qui eux-mêmes ont peur. La mort reste encore aujourd'hui un sujet tabou. Offrez votre soutien, faites savoir au patient que vous êtes là pour lui et que vous le comprenez. Ça s'appelle de l'empathie qui doit être mesurée bien évidemment dans votre prise en charge car il est nécessaire de faire comprendre à la personne qu'elle a de l'existence, qu'elle a effectivement une place. Bien sûr, ses heures sont comptées. Bien sûr, effectivement, elle va effectivement amener sur un chemin qui va arriver à une fin pour elle, mais c'est le début d'autre chose. Et on doit, à travers notre posture et différents sens que nous avons, et en tant que professionnel de la santé, on se doit de pouvoir l'accompagner du mieux possible. Donc la communication avec le patient non communicant, développer le plus possible, bien sûr, la communication ce qu'on appelle non violente, la communication non verbale, utiliser des outils, utiliser des sens. On peut travailler beaucoup sur les odeurs, on peut travailler effectivement sur le toucher. C'est des choses effectivement qui sont développées dans les soins palliatifs. On peut utiliser dans certains soins palliatifs aussi les animaux. Alors ça c'est en fonction bien évidemment de l'agrément et de tout ce qui a été mis en place en fonction du service dans lequel vous travaillez. Mais la zoothérapie peut être aussi utilisée. La musicothérapie, l'art-thérapie sont encore aussi des points qui permettent de libérer certaines émotions et qui permettent aussi à la personne qui se trouve effectivement dans un soin palliatif ou sur une mort imminente de pouvoir effectivement exprimer au mieux ses émotions. Et c'est des aspects sur lesquels effectivement nous en tant que professionnels de la santé, on doit travailler. Prenez le temps de vous installer confortablement près du patient. Le patient ne doit pas se rendre compte que vous avez d'autres personnes derrière. Il ne doit pas se rendre compte que vous courez après le temps. Il doit comprendre que vous êtes là pour lui et qu'effectivement le temps que vous lui consacrez est uniquement individualisé. Utilisez un langage simple et clair. Attention aux mots que vous allez utiliser, ils peuvent avoir un impact. Parlez lentement, articulez, mettez-vous à la hauteur de la personne. Ne l'interrompez pas. Prenez le temps effectivement d'être à l'écoute. Regardez la personne dans les yeux. N'oubliez pas que le regard est aussi un moyen de communication qui peut être important. Il suffit des fois quand on n'a pas les mots, ça m'est arrivé moi dans des accompagnements à la fin de vie, d'être face à des personnes, des situations de vie où on n'a pas les mots. Mais ne serait-ce qu'un regard et un toucher vaut mieux effectivement que d'exprimer des choses qui peuvent être mal interprétées. Donc utilisez bien sûr les sens, utilisez le toucher qui est un bon moyen effectivement aujourd'hui de communiquer. Mettez-vous aussi à la place effectivement de la famille. Dites-vous bien que la famille est en face effectivement de souffrance vis-à-vis de cette perte que la personne elle va avoir.
Donc on est obligé de se mettre dans l'histoire de la famille, comprendre les enfants, le conjoint, la peur, rassurer, travailler aussi avec l'équipe pluridisciplinaire pour qu'un accompagnement général se mette en place. Les réactions de la famille et du patient donc dépendent de différents facteurs, la personnalité de chacun, des membres, des histoires, des conflits qu'il y a pu avoir, du rapport qu'on va avoir aussi avec la personne, le vécu antérieur, les différents membres, les relations entre chacun, bien évidemment, les moyens de communication, est-ce qu'ils sont adaptés, est-ce qu'ils sont aussi mis en place, est-ce qu'ils ont été anticipés, et les capacités effectivement de l'accueil à accueillir et accompagner respectueusement, bien sûr, ce qu'on appelle le patient et la famille. Les différentes peurs se rencontrent aussi avec la famille. Peur de la douleur, peur de mourir, peur de souffrir, peur de la déchéance, peur de différents symptômes de la maladie, la peur effectivement de se transformer, de ne plus avoir le même corps. Le rapport effectivement avec la mort peut avoir un impact négatif sur le malade lui-même, mais aussi sur la famille. Donc on doit prendre en considération toutes ces informations-là. Le travail en équipe est nécessaire. Exprimer vos ressentis, exprimer aussi vos émotions, parler effectivement de ce que vous avez pu observer dans la chambre du patient, qui pourra être que bénéfique, bien évidemment, sur l'accompagnement. Il y a peut-être des protocoles qui doivent être changés. On peut faire appel à différentes associations. On peut effectivement revoir certains soins, si besoin est, mais pour ça, effectivement, il faut observer, analyser et n'hésitez pas, bien évidemment, à communiquer avec les autres acteurs, bien évidemment, de votre équipe. Les différentes formes de formulation, oui, la formulation est nécessaire. Dites-vous bien que le patient sera peut-être plus en capacité, bien évidemment, d'exprimer réellement ce qu'il va ressentir. Et on peut être face à de l'incompréhension, et c'est pas le but, surtout dans ces moments effectivement si importants d'une vie. Si la personne effectivement a des difficultés à parler, à exprimer, utilisez bien sûr tout ce qui est la communication non verbale. Mais si la personne est encore en capacité de verbaliser, utilisez bien évidemment la communication et la reformulation. La personne vous dit qu'elle a mal, reprenez effectivement ces termes. C'est pas faire du mot à mot, c'est récupérer l'essence de ces mots pour essayer de ressentir et de comprendre effectivement ce que la personne réellement est en capacité de vous donner comme information. La reformulation aujourd'hui est un outil essentiel de notre prise en charge face à la personne, accompagnement à la fin de vie, mais aussi pour les membres de leur famille. Dites-vous bien qu'une personne qui va rencontrer des difficultés à s'exprimer, elle aura l'impression de ne pas transmettre un message, donc de ne pas être comprise. Et nous, dans cette situation-là, on a besoin que la personne, elle se sente comprise. Donc il est nécessaire de reformuler les outils. Utilisez effectivement les mots que la personne est en capacité de comprendre pour essayer de voir que l'information qu'elle a cherché à vous donner, elle l'a comprise et que vous l'avez entendue et que vous allez pouvoir l'aider, l'écouter, analyser, transmettre l'information. La reformulation est un outil de communication nécessaire, bien évidemment, à votre prise en charge. Si on parle maintenant de l'écoute active, elle est aussi nécessaire dans votre accompagnement. On peut attendre sans écouter, mais vous, en tant que professionnel de la santé, vous devez développer cette écoute active. Qu'est-ce que c'est que l'écoute active? C'est de pouvoir, bien évidemment, développer les émotions de la personne. La personne vous dit effectivement qu'elle est fatiguée, qu'elle n'arrive plus à dormir, et on va reformuler. J'ai compris que vous n'arrivez plus à dormir. Je comprends que ce soit difficile pour vous de trouver le sommeil. Alors on va essayer de trouver des idées ensemble, en équipe, pour pouvoir vous aider, vous soulager. L'écoute active est quelque chose que vous devez apprendre à développer. Prendre des décisions, exprimer les émotions de votre patient pourra être que bénéfique effectivement dans son accompagnement. On travaille bien sûr sur soi dans ces types d'accompagnement-là. Dites-vous bien que quand vous donnez de vous-même, vous donnez déjà sur vous-même en tant que personne. Il est important vous-même de vous protéger en tant que professionnel de la santé quand vous faites des accompagnements à la fin de vie. Si vous voulez sur le long terme, bien évidemment, être toujours en capacité d'avoir une bonne pratique professionnelle. Formez-vous, informez-vous des différents outils qui peuvent être mis à votre disposition aujourd'hui pour être toujours dans une bonne démarche, bien évidemment, d'accompagnement. Notre rôle, c'est de soulager la personne. Notre rôle, c'est de pouvoir l'écouter, la comprendre, l'aider, pouvoir passer effectivement ce cap de la fin de vie pour elle-même, mais aussi pour ses proches, et de pouvoir considérer bien évidemment notre rôle qui est si important dans cette étape de la vie, qui est une étape de la vie, on doit ne pas le voir comme un tabou, mais comme une transition. C'est une transition importante et on doit être face à l'acceptation. Faire comprendre ça, bien évidemment, aux patients, c'est pas toujours évident. On doit utiliser les bons mots, ne serait-ce que
je vous comprends, je sais qu'on va pouvoir trouver des solutions. Faire venir, comme je vous dis, le culte, faire venir effectivement différentes religions, parler de lecture, parler du sens que la vie a eu pour vous, des étapes de la vie que vous avez pu avoir, des traumatismes aussi que vous avez pu avoir, l'importance d'avoir aussi un suivi psychologique dans ces étapes de la vie de transition, d'acceptation. Ainsi, le patient pourra partir effectivement apaisé, la famille pourra être dans une démarche aussi de conciliation, d'une démarche d'acceptation, de respect, et de pouvoir aussi accompagner leurs proches dans des étapes effectivement de la vie qui nous concernent tous. Pour finir effectivement cette vidéo, je voulais vous parler d'un livre que j'ai écrit et qui est sorti en 2023, qui s'appelle Au-delà des mots. Alors effectivement, c'est un livre effectivement qui parle de tout ce qu'on peut avoir bien évidemment dans nos vies, mais un autre regard sur l'accompagnement à la fin de vie. Et c'est un livre bien sûr que je vous recommande. Au-delà des mots, un autre accompagnement sur la fin de vie. Donc je m'appelle Isabelle Collot et vous pouvez très facilement retrouver ce livre bien évidemment sur internet. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne expérience professionnelle et une bonne formation.